faire, tu brilles d'un éclat. Missionnaire audacieux, nous te suivons pas à pas. Ton nom sonne fort, dans chaque cœur battant, inspire des générations, avec un vrai engagement. Oh, oh, Dieu fils de la terre, éclaire notre histoire. Si toi, tu es là, les rivières de la foule, chante pour toi. Chaque pas en avant, nous unis dans la foi. Avec toi, nous rêvons d'un avenir radieux. Tu es déjà notre espoir, tu es notre précieux. Dieu fils de la terre, éclaire notre espoir. Avec toi, nous cœurs. Oui, Ali, il faut simplement préciser que le dialogue n'a jamais été rompu. Il y a eu euh, beaucoup de sessions de dialogue politique. Et récemment, il n'y a pas quelques jours, l'un des cadres du PPAC a été reçu par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. On a vu les rencontres entre le secrétaire exécutif du RHDP et Mme Simone Veil Gbagbo. On a beaucoup de rencontres. En fait, moi, je pense que le Front commun veut maintenir la flamme parce qu'ils envisagent déjà se projeter pour les futures échéances. Parce que il est bien évident, il vient de le dire, notre ami, que à moins d'un mois, à quel moment on ferait, dans quelques jours, on ouvre la campagne, à quel moment on va faire ce dialogue pour intégrer, parce qu'il parle d'une participation inclusive de tous les candidats. Il faut aussi profiter de l'occasion pour inviter le président du PDC et RDA qui rentre, euh, être à côté de ces militants. Parce qu'en réalité, rien ne l'oblige à rester à l'extérieur, il n'a aucun mandat, rien ne l'inquiète. Il faut qu'il rentre. Et j'ai toujours dit à Ali, qui n'a pas admiré Thiam dans ce pays? Vous vous souvenez, c'est sur cette chaîne, j'étais l'un des premiers à parler de lui. Et le sentiment qu'on a, et je le dis toujours, il a peur de la compétition. Et un homme politique de cette envergure, on a besoin de lui dans le champ politique, qui est un champ de rivalité de pouvoir, qui est une grosse pointure. Il faut pas se voir la face. Celui qui le dit pas, le dit, ce n'est pas dit quelque chose de mauvais. Bien au contraire, on doit être fier de nos fils. Mais simplement, le sentiment qu'on a, c'est qu'il a peur de la compétition. Et je pose un autre problème, Ali. Quand le président Gbagbo était à l'extérieur, comment il a fait pour rentrer alors qu'il avait une condamnation sur lui, qui pesait sur lui? Mais parce qu'il a trouvé des voies, des moyens pour faire en sorte qu'il puisse rentrer. Donc, si véritablement les gens avaient envie d'aller aux élections, je pense qu'ils auraient utilisé d'autres moyens. Et ce matin, tout à l'heure, quand j'arrivais, j'ai écouté sur une radio internationale que le procureur a convoqué quelques cadres du PPACI et ce que l'un des vice-présidents, Damana Pikas, disait au micro de cette radio, pour ne pas citer RFI, que on l'a convoqué pour lui signifier qu'il faudrait qu'il fasse très attention. Et il a donc dit que ça n'avait rien à voir avec la marche et que surtout, il prenait en exemple la marche qui avait lieu à Yopougon récemment et que ça s'était bien passé. Donc, on comprend que tout le monde veut aller à la paix. Vous savez, une nation se construit parce que nous avons vécu les mêmes choses, nous avons vécu des moments de joie, des moments de peine, et je pense que les Ivoiriens, dans leur unanimité, ne veulent plus vivre ce qu'ils ont vécu. Donc, il faut qu'on trouve les moyens pour que le champ politique soit animé. Mais pour que le champ politique soit animé, il faut que les gens soient cohérents dans leur discours et qu'ils soient responsables dans leurs actes. L'issue de cette marche, quel que soit le volume de militants qui vont sortir, il n'y aura aucune incidence sur le processus électoral. Ali, quand on est en examen, si on n'a pas étudié toute l'année, il n'y a pas de chance, de dernière chance. La nature fonctionne par autorégulation. Hein? La vie est un écho. Vous ne recevez que ce que vous émettez. Et je pense que un leader politique inspirant, c'est quelqu'un qui a une vision, qui est responsable, qui a une influence, mais surtout qui est intègre. Responsable, pourquoi? Parce qu'il peut changer de paradigme. Parce que la vie, c'est d'être capable
quand on est face à des situations difficiles, de changer de paradigme. Il ne faut pas... Vous savez, il y a un auteur qui a dit « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». François Rabelais. Et si vous avez le pouvoir de contrôle, c'est que vous êtes le patron d'une structure. Mais en plus du pouvoir de contrôle, il faut avoir le contrôle de ce pouvoir. Et le contrôle de ce pouvoir, c'est la sagesse qui va avec. Parce que le pouvoir de contrôle peut être dicté, ce sont des règles, c'est la Constitution, on respecte, mais le contrôle de ce pouvoir n'est pas dicté. C'est comme quand on a le code d'éthique et de déontologie. Mais le code de déontologie est dicté. Il y a les règles et les devoirs, les droits et les devoirs. Les droits et les devoirs. Mais l'éthique n'est pas dictée, c'est la morale. Mais c'est aussi cette dimension-là qui vous permet d'avoir le recul de faire acte de leadership. Faire acte de leadership, c'est que vous êtes confronté à une situation, vous inversez le cours de cette chose et vous embarquez les énergies dans votre histoire. Mais quand vous vous aboutez sur quelque chose qui ne marche pas, à la fin, ça ne va pas marcher. Donc, cette marche, on se demande exactement à quoi ça va servir là. Il y avait eu tout le temps, on leur a dit, prenez un candidat de substitution, non, faites ceci, on a donné tous les conseils. Ils n'ont pas voulu, ce n'est pas le cas que je mangerai. Mais ce que moi je leur propose, je l'ai dit tout à l'heure, il faut que le président du PDC, Eda, revienne, se mette dans le champ politique parce que c'est un acteur majeur. Il va animer la scène et il a tout l'avenir devant lui. Ensuite, il faut qu'il s'organise pour les législatives, pour que ce soit bien animé. Parce que, Ali, je m'excuse, mais on va à cette campagne, mais on aurait voulu que ce soit, Ali, que ce soit un exercice choc des idées, ouais, voilà, des projets. Avec des programmes, des sujets. Nous, on savait que pour son expérience internationale, il allait nous proposer d'autres réformes, des propositions sur le plan, ce qu'il a vécu ailleurs, ainsi de suite. Donc, on tient à ça. On tient, le président Ouattara, je pense, je ne parle pas à son nom, mais ce que j'observe, il veut construire des institutions fortes. Il veut faire en sorte qu'en partant, que les gens puissent être capables de se réinventer, de se réapproprier leur propre regard sur la force du discours dont eux-mêmes sont porteurs. Propose, c'est le bon sens, c'est-à-dire qu'on choisisse un candidat, c'est le bon sens. Mais sauf que rien n'arrive en politique de façon ex nihilo. Si vous n'êtes pas préparé, ça va créer chez les populations une dissonance cognitive. Vous avez dit aux gens, nous n'y allons pas, il n'y a pas de deuxième, il n'y a pas de plan B, plan C, et à la dernière minute, il reste un mois, vous venez dire aux gens, et c'est pour ça que je dis, il faut changer de paradigme. Il faut que les gens se réinventent pour les prochaines échéances et pour les prochaines années. Il faut que les leaders politiques soient inspirants, qu'ils soient des responsables, qu'ils soient capables, lorsque ça ne va pas, de reconnaître que ce n'est pas capable et d'embarquer dans les énergies, dans leur histoire en changeant de paradigme. Voilà, merci beaucoup. J'espère que vous nous entendez très bien. Bienvenue donc à notre émission Beatba, Bring the Ivorian Dream Back Again. Nous nous réunissons aujourd'hui encore pour parler donc de la Côte d'Ivoire, un pays que nous tous nous aimons. Mais malheureusement, on se pose la question, est-ce que ceux qui parlent de foi là, est-ce qu'ils s'écoutent? Comme le disait le président Bédier, quand tu parles là, pardon, il faut avoir pitié de celui qui t'écoute. J'écoute ce Aristide, quitte là, ou Kenda, il va dans tous les sens. Il dit certaines choses et après il dit le contraire. Il parle d'un leader inspirant. Thiam n'est-il pas un leader inspirant? Inspirant, j'allais dire. On reviendra tout à l'heure dans on peut parler de ces élucubrations, vous comprenez, hein? Habituellement, je n'allais pas du tout répondre. Mais je suis en train donc de voir où va la campagne. Non seulement ils ont éliminé Thiam, mais ils battent campagne contre Thiam, ils ne battent pas campagne contre les 4 candidats qu'ils ont choisis. Ils battent toujours campagne contre Thiam. Donc, se trouve la peur, ladies and gentlemen. C'est vraiment l'hôpital qui se moque de la charité, et puis l'hypocrisie, ladies and gentlemen, dans cette politique ivoirienne commence réellement à nous saouler, ladies and gentlemen. We're going to talk about it today, and I will give you my opinion about what's going on here. And I believe something has to be done here. And I've been asking myself if I have to do a show and talk about that. But in another end,
if I don't say anything about it, it's like I'm already accepting what's going on. I'm thinking about this fake news. So basically, I have to say something about it. So, je suis obligé certainement donc de donner un peu mon point de vue par rapport un peu à cette situation inédite et qui nous mène à réagir. Donc Aristide Nkenda Kida, journaliste ou simple attaché donc de presse du régime Ouattara. On se demande, décidément, il faut du courage hein, pour fermer donc les yeux aussi fort sur ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire. Ah oui, le journaliste Aristide Nkenda Kida, myope, aveugle, en fait aussi l'art. Ignorer les menaces donc de mort contre Tidiane Thiam. Oublier donc les arrestations donc arbitraires. Effacer donc les exclusions du candidat. Ne rien voir donc dans les violations donc massives des droits humains. Et surtout trouver normal que 44 000 hommes armés soient donc déployés sur toute l'étendue du territoire dans nos rues pour protéger, selon eux, la démocratie. Quelle démocratie? Quelle belle cécité volontaire de ce Aristide Nkenda. Vous comprenez? Ça nous met réellement mal à l'aise. Et pourtant, ce monsieur converti en chargé donc de communication du ministre de la Défense trouve encore le temps de donner donc des leçons donc aux militants du PDCI-RDA et à son président. Il leur explique, disons, directement que Thiam doit rentrer. Il doit rentrer dans ce climat donc de peur et de répression. On croyait, cher ami, entendre donc un médecin conseiller à son patient de plonger dans une eau infectée de crocodile pour sauver ou bien pour prouver son courage. La situation ivoirienne devient tellement compliquée que parfois, à force d'expliquer, vous posez la question si c'est vous qui ne comprenez rien ou bien c'est ceux qui sont en face de vous qui ne comprennent pas. Ça devient parfois un dialogue de sourds. Mais où est donc où est le problème d'Aristide Nkenda? Il apporte son soutien, il apporte sa communication au gouvernement. Mais qui reste dans sa communication, ils ont écarté Thiam. Pourquoi tient-il encore à combattre Thiam? Chaque fois qu'on sont sur ces antennes, c'est Thiam, Thiam. Alors que vous avez 4 candidats en face de vous. Vous ne parlez pas de ces 4 candidats. Mais c'est Thiam, Thiam, Thiam. En fait, Aristide Nkenda en train de protéger son père. On essaye d'arriver de nulle part, il a gravi donc des échelons pour lui. Le départ de Thiam met fin directement à ses privilèges. Donc, défendre ses privilèges devient une nécessité vitale pour lui. Est-il conscient donc de la situation ou préfère certainement rester en phase avec la réalité plutôt qu'avec ses illusions? Faut-il rappeler que le militantisme n'est pas donc un suicide collectif organisé pour satisfaire des communicants du pouvoir? Ce n'est pas parce qu'on fait du militantisme qu'on va forcément aller se suicider. Ce ne sont pas des kamikazes, hein? Nous sommes en politique. Et il y a des stratégies en face. Et vous êtes obligé donc de faire face à ces stratégies. Vous comprenez? Vous êtes obligé parfois, donc, ladies and gentlemen, de répondre aux stratégies qui sont en face de vous. Alors, donnez une petite minute, je vais vous faire écouter d'abord cette musique, le temps donc de connecter ceux qui sont pratiquement un peu loin. Une petite musique, voilà. Dans sa cœur battant inspire des générations avec un vrai engagement. Il y a plus de la terre.
chaque pas en avant, unis dans la foi. Avec toi, nous rêvons d'un avenir radieux. T'es déjà notre espoir, tu es notre précieux. Alors le vent nous voit, unis par la force, célébrer ensemble cette belle force. Tiens, sans profiter, dans le livre de l'histoire qui restera après Voilà, merci beaucoup, ladies and gentlemen. Voilà, ok, alors nous continuons notre émission. Permettez-nous, c'était donc de connecter certaines personnes qui étaient déjà en ligne et qui attendaient donc depuis longtemps. Il fallait qu'on trouve au moins un moment pour le faire. Voilà. Alors, on était donc en train donc de parler donc des propos du journaliste communicant du parti au pouvoir, Aristide Nkinda, que selon les informations serait donc un communicant du ministère donc de la Défense. Tout cela reste à vérifier, mais nous avons essayer d'avoir quelques informations d'après donc le journal d'André Sylvain Counant qui affirmait que Kinda est un communicant du ministère donc de la Défense, certainement donc de Téné Ibrahima Ouattara, certainement. Voilà. Je ne peux réellement confirmer à 100%, mais je sais que la majeure partie de ceux qui se disent journalistes aujourd'hui sont tous devenus des communicants, des responsables de communication donc de différents ministères. Et c'est là qu'ils retrouvent le moyen donc de survivre. Donc voilà, ils sont tous à la disposition des gentlemen du parti au pouvoir. Donc ce qu'il dit, normalement, cela va de soi. Mais étant donné que c'est pratiquement la manière, donc ça a été, les mots ont été donc prononcés, nous trouvons que c'était donc normal d'apporter donc la réplique et de donner un peu notre point de vue par rapport à tout ce qui est en train de se passer. Donc, bref, hein, alors, nous allons donc demander à notre ami, un communicant, les gentlemen, de se poser donc la question si ce qui est en train de se passer. Est-ce qu'Aristide Nkinda, vous avez choisi donc votre camp? Nous le savons, c'est lui, de la pitance et du silence, c'est clair, c'est votre droit. Mais ne demandez pas donc aux autres de se sacrifier pour que votre régime continue donc son théâtre d'hommes. Ne demandez pas aux autres de sacrifier pourquoi Aristide Nkinda puisse percevoir donc sa pitance chaque mois. L'histoire, elle ne s'oublie pas, M. Kinda. À la lueur des choses, nous nous posons donc la question, qu'est-ce qui se passera? En l'écoutant les communicants, les carottes sont cuites. Le PDCI-RDA doit penser donc aux élections législatives. Le PDCI doit penser donc à 2030. Les carottes sont déjà cuites, M. Ouattara et son parti ont tripatoué la Constitution, ont fait tout ce qu'ils peuvent en même temps pour conserver un 4 mandats et qu'il ne faut pratiquement rien attendre donc de la marche donc du 4. En somme, c'est de décourager les uns les autres. On reviendra un peu sur tout ça avec la réaction donc, du ministre par rapport donc, à la marche prévue. Donc la réponse donc, à M. Kinda, quand donc le communicant du régime veut donc nous donc, des leçons, nous l'avons tellement dit, on va répéter pour ceux qui viennent encore de nous prendre en marche. M. Aristide Kinda, aujourd'hui chargé du COM, du ministre d'État, ministre de la Défense, nous dit-on, je ne peux pas confirmer cela, mais nous l'avons vu, nous avons vu par rapport aux informations que nous avons eues, se permet donc de donner donc, des leçons donc, aux militants et sympathisants donc, du PDCI-RDA et même à son président. Mais de quel droit nous nous posons? De quoi je me mêle? Un journaliste digne donc de ce nom a pour mission donc d'éclairer l'opinion publique, de questionner donc le pouvoir et de dénoncer donc les abus. Or, depuis donc quelques temps, Aristide Kinda a choisi une autre voie, la voie, celle donc du communicant officiel qui du parti au pouvoir, qui ferme volontairement donc les yeux sur les dérives autoritaires du régime en place et qui
pour sa pitance, se transforme donc en défenseur donc d'un système qui étouffe donc la démocratie. Fermer les yeux sur donc les évidences, les gentlemen, cela est quand même assez, voilà, assez difficile à croire. Monsieur Aristide Kinda refuse donc de voir tout ce qui se passe autour de lui. Hein. Il refuse donc de voir tout le monde, ce que tout le monde constate. Et donc, il y a donc des messages, des menaces de mort comme des personnalités politiques, dont M. Tidiam Thiam, il en a parlé quand il avait été interviewé par RFI. Les menaces étaient visibles et directes. Et d'autres même leaders donc, de partis politiques. Nous voyons les violences donc, des droits donc, humains, les gentlemen, des exclusions donc, arbitraires et des candidatures à l'élection donc présidentielle, les arrestations donc des leaders politiques, rien que hier, de jeunes cadres donc du PPACI qui tentaient donc de préparer donc des marches et se sont vus donc arrêtés, présentés devant les juges et puis incarcérés. Le jeune Blaise Lasme fait partie donc de ce lot. Tout ça, c'est décrit les conditions donc, de CIPCO. Et tout ça n'intéresse pas Nkinda. Ce qui l'intéresse, voilà, c'est que c'est Tidiam Thiam qui l'intéresse. Donc pour lui, tout ce qui se passe est tellement normal. Alors je comprends pourquoi son pays d'origine, son président est là depuis pratiquement 50 ans. Je comprends réellement. Les arrestations donc, politiques ciblées, M. Nkinda ne voit pas ça. Et surtout la militarisation donc, du pays, avec bientôt on parle donc de 44 000 hommes déployés dans nos rues, non pas pour protéger donc, le peuple, mais pour intimider et museler donc, toute contestation. Une demande donc irresponsable, les gentlemen de M. Nkinda, dans ce contexte délétère, demander à M. Tidiam Thiam de rester, de rentrer sans garantie de sécurité, n'est rien d'autre qu'un aveu. Celui donc de voir M. Tidiam Thiam arriver pour qu'on puisse donc l'éliminer. Celui donc d'un État donc incapable donc d'assurer la protection de ses opposants donc politiques, mais prompt à les exposer donc au danger. Mais on se demande, quel est ton problème? Les militants de PDCI et RDA sont pratiquement à l'aise avec ça. Ton problème est où? Tu n'es ni militant de PDCI ni sympathisant, mais ton problème est où? Tu supportes un camp qui va aux élections, mais il faut te concentrer sur le programme de ton camp, au lieu réellement donc de passer dans son temps donc à se focaliser un peu sur le président donc, du PDCI. Le choix donc des militants, les gentlemen, est assez clair. Enfin, où est donc le problème donc, si les militants lucides et conscients donc de cette réalité choisissent donc d'être en phase avec donc les leaders et de s'adapter donc à la situation? Le militantisme, ce n'est pas donc se jeter donc dans la gueule du loup. D'ailleurs, M. Ouattara en exil avait été clair. Quand on posait la question à M. Ouattara, quand est-ce qu'il va rentrer? Il a été clair que le militantisme n'est pas donc allé se jeter à la gueule du loup. Il n'a pas envie donc de se jeter donc voilà. C'est de se jeter donc dans la gueule du loup qu'il ne rentrera pas, qu'il rentrera quand il sera prêt. Vous comprenez? Donc, à ne pas se jeter dans la gueule du loup au nom donc d'un séminaire de démocratie, bien être garçon. Non, il n'y a rien à être garçon. Quand vous êtes en face de vous à 44 000 soldats armés et vous n'avez pas du tout d'armes, il n'y a pas de raison à être guerrier ici, les gentlemen. C'est aussi donc protéger donc la vie et de ses leaders et donc de rester donc mobilisés pour donc le vrai combat, celui donc des urnes donc et la transparence donc de la justice. Voilà ce qui est beaucoup plus important. Donc le mot, un mot pour conclure, cher ami, M. Aristide Kinda qui a donc choisi son camp, celui donc du régime qui exclut, qui intimide, qui militarise. C'est donc son droit, mais qu'il se rappelle aussi que l'histoire ne retient pas donc les communicants de circonstances, mais ceux qui ont eu donc le courage de tenir donc se tenir à côté donc du peuple et donc de la vérité. Cher ami, c'est un peu une partie donc de notre adresse à M. Kinda. Alors, cela va nous ramener donc à parler donc de dialogue, de compétition, de peur et qu'on arrête réellement donc de l'hypocrisie, c'est tellement dans la situation, dans ce que nous voyons en ce moment. Voilà. Et ce que nous voyons en ce moment, les gentlemen, n'honorent pas donc la Côte d'Ivoire. Nous voulons aller à des élections libres et transparentes. M. Tidiam Thiam avait été très clair. Il voulait des élections libres et transparentes. Comment on peut dire que quelqu'un n'a pas envie de compétir alors qu'il est en train de s'organiser pour les élections? Il en avait appelé. Il a été clair. Ses militants étaient galvanisés.
galvanisé. Il a même réussi donc à récolter 150 000 parrainages, alors que M. Ouattara n'en a retenu que 80 000. Alors, comment diable on peut venir dire que M. Thiam a peur donc de la compétition? De quelle compétition parlons-nous ici, cher ami? De quelle compétition? Les injures, les insultes, les arrestations donc arbitraires, les intimidations? Mais non. De quoi on parle ici, monsieur Nkenda? Le vrai courage, c'est de permettre à tous ceux qui ont la possibilité donc de compétir. De compétir, et puis ensuite on verra qui on le dit le plus souvent qui sera garçon, au lieu de rester vraiment sur des chaînes pour se bander donc les muscles. Laissez le peuple décider, et vous allez voir réellement qui a mis l'eau dans le coco. Le peuple est clair, le peuple sait ce qui se passe, le peuple sait ce qu'il veut, ils savent. Il ne veut pas du tout de M. Tidiam Thiam. Et là, vous êtes en train de forcer M. Tidiam Thiam à aller à un quatrième mandat de force. Vous comprenez? Donc, dans cette situation, hein, traiter donc de prudence un leader, de peur, de compétition, c'est donc une naïveté donc confondante. La vraie peur n'est pas donc chez ceux qui veulent donc des élections libres et transparentes ou inclusives. Elle est chez ceux qui excluent, qui instrumentalisent la justice, qui militarise le pays et qui verrouille tout le processus électoral. Voilà ceux qui ont peur, M. Alucide Nkenda. Alors, c'est son cher ami, l'hypocrisie. Le courage, ce n'est pas donc se jeter, cher ami, donc dans un piège annoncé. On sait que le piège est là, on dit je m'en vais parce que je suis garçon. Non, ça ne se passe pas ainsi. Le courage, ce n'est pas donc se battre pour que les règles du jeu soient donc équitables. Et c'est exactement ce que M. Tidiam Thiam fait et les autres avec ses militants, en choisissant donc de dénoncer donc un système plutôt que de se prêter donc à une mascarade donc d'élection. Donc voilà la situation que je voudrais certainement donc dire. Alors, dans une telle situation, euh, cela nous amène donc à parler un peu donc d'un État, donc l'État donc de droit. Et vous avez suivi donc la conférence donc du PDCI-RDA hier, une conférence organisée disons à la maison du PDCI-RDA. Vous avez écouté les propos de Maître Adjei et puis de Maître Blessi surtout. Hier, nous avons fait passer un peu, un temps soit peu, donc les propos de Maître Blessi. Je ne sais pas si pouvons aujourd'hui faire passer donc les propos donc, de Maître Adjei. Hein, je ne sais pas, ladies and gentlemen. Au niveau donc, de la technique, si c'est possible, nous faire passer donc les propos donc, de Maître Adjei. This one will be good, hein, les propos de Maître Adjei. Alors, laissez-moi voir si au niveau donc, de la technique, euh, oui, je pense très bien qu'il y a donc des possibilités, donc Lady, donc de faire passer donc les propos de Maître Adjei. Alors, donnez une petite seconde, le temps que nous puissions programmer les propos donc du bâtonnier. Et puis, alors, une petite minute, je ne sais pas si, voilà, je ne sais pas si tout est OK pour qu'on puisse nous programmer donc les propos donc du bâtonnier. Ça sera donc assez intéressant donc de l'écouter quand même. Hein. Alors, si tout est OK, on va écouter donc le propos donc du bâtonnier et puis Lady and Gentlemen, on revient donc dans le débat un peu plus tard. Si cela vous convient, bien sûr. Voilà. Je pense qu'on ne peut pas, dans un pays démocratique, utiliser la justice contre Alors, une petite minute. Ouais. Je pense qu'on ne peut pas, dans un pays démocratique, utiliser la justice contre un monstre. On dirait l'autre, on va pas entre temps. Je pense qu'on ne peut pas, dans un pays démocratique, utiliser la justice contre un instrument d'exclusion. Mais si la justice ne joue pas le jeu, on est en danger. Je le redis encore une fois. Ce n'est pas le policier qui assure la sécurité. La vraie sécurité dans un état de droit, c'est la justice. Les libertés reconnues aux citoyens par les lois ne devaient pas être vues comme un danger pour la paix publique, pour l'ordre public. Le jour de la marche, c'était le 13 septembre 2024. Ils sont sur le lieu, ils n'ont même pas bougé. On les a tous embarqués directement à la Maca. Pendant tout ce temps, les terres, les parcelles se vendaient.
par l'une des parties, par l'autre des parties, avec un guide à gauche, un guide à droite, un guide devant, un guide derrière. Aidez-moi à régler ce problème, parce que là, je ne sais plus quoi faire. Il a les relations dans ce pays, qu'on ne peut rien contre lui. Il prend le terrain des gens en gré ici, et puis ça va nulle part. Merci. Je voudrais d'abord remercier le PDCI pour m'avoir convié à cette conférence débat sur un thème qui est d'actualité. Vous avez parlé de démocratie. On entend ça et là dire que nous sommes un État démocratique. La démocratie, finalement, c'est un passe-tout. Peut-être que c'est l'occasion de la dépoussiérer pour peut-être essayer d'entrer un peu en profondeur et comprendre pourquoi est-ce que la démocratie chez nous, elle est dévouée. Le premier élément de la démocratie, et c'est important, c'est qu'elle institue un principe que le pouvoir, selon lequel le pouvoir appartient au peuple, et c'est le peuple, dans l'exercice du pouvoir, qui le délègue à des représentants pour l'exercer. Et c'est là la première difficulté, parce que cet enchaînement est fondé sur un socle légal. Ce socle légal, c'est d'abord la Constitution. Alors, le premier problème que pose ce socle légal, c'est l'élaboration même de la loi fondamentale. Et ça, c'est le problème. Vous avez vu en Côte d'Ivoire que le pouvoir constituant s'est réuni, a préparé un projet de constitution et l'a expliqué au peuple de Côte d'Ivoire parce qu'il devait être adopté par référendum. Une question essentielle est revenue. Est-ce que cette modification constitutionnelle ne va pas amener le gouvernement actuel à penser à un troisième mandat? Tous les acteurs qui ont constitué ce pouvoir constituant ont dit non. Donc, ils ont convaincu le peuple de Côte d'Ivoire qu'il pouvait aller voter librement parce que cette constitution n'engendrait pas cette possibilité d'un troisième mandat. Vous avez vu la suite. Dès lors que vous avez une loi fondamentale qui est interprétable à souhait, on ne peut plus parler de démocratie. Parce que la démocratie ne repose pas simplement que sur le trépied, sur l'existence des trépieds, mais la démocratie repose d'abord sur un pouvoir constituant qui a librement travaillé et sur une constitution librement adoptée par le peuple de Côte d'Ivoire. Or là, le peuple a adopté une constitution en pensant que, et par la suite, on donne aux dispositions de la constitution une autre interprétation. Un texte constitutionnel qui s'interprète aussi facilement n'est plus garant de la liberté. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que même dans ce texte, le ministre l'a rappelé tout à l'heure, les dispositions claires ont été prises. Et pourtant, nous avons trouvé, les institutions ont dit le contraire. Donc, la démocratie repose d'abord sur ça, un élément, un texte fondamental qui rassure tous les citoyens, à partir desquels des lois sont prises et qui rassurent tous les citoyens. Ce n'est pas le cas, on va en parler certainement. Le deuxième élément de la démocratie, c'est que tout gouvernant et gouverné s'accorde à reconnaître que la loi, elle est la même pour tous et elle doit s'appliquer à tous. Ça, c'est important que la loi s'applique à tous. Or, qu'est-ce que nous constatons?
il y a eu la crise post-électorale, 3000 morts, et nous avons vu le président Gbagbo qui a été déféré à La Haye. Nous avons vu des opposants ici qui ont été jugés, mais nous n'avons pas vu les hommes du pouvoir être jugés. Donc la question qu'on pose, est-ce que véritablement la loi s'impose et s'applique à tous? Le sentiment qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il y a la loi pour un groupe et il y a la loi pour un autre groupe. Le groupe qui subit la loi, c'est le groupe des militants de l'opposition, et le groupe qui jouit d'une impunité, c'est celui qui est rattaché au pouvoir. Donc ça, un élément également important, c'est la soumission de tous à la loi, ce qui n'est pas le cas. Troisième élément qui est important, c'est que l'État assure la sécurité humaine. Je ne veux pas développer tous les thèmes de la sécurité humaine, mais j'en retiens deux sur la sécurité humaine. C'est la garantie des libertés individuelles. Et là, je me souviens d'une déclaration du président, l'ancien Premier ministre, en campagne en 2010, qui a rappelé l'histoire de ce, comment il l'appelait, je crois, Pascal. Il dit Pascal, un jeune homme dont la femme est enceinte, qui est en prison depuis 6 mois, et qui se posait la question de savoir si c'était une justice et combien de Pascal il y aurait encore en prison. Vous dire que nous allons remédier à tout ça. Mais je peux vous dire aujourd'hui que les Pascal en prison sont nombreux. Ils sont nombreux, ceux qui n'ont pas encore été jugés, qui sont en prison. Ils sont nombreux, ceux qui ont été arrêtés, auxquels on reproche des faits qu'on ne veut pas juger parce qu'on veut les utiliser. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux, ceux qui, parce qu'ils appartiennent à un parti, parce qu'ils ont manifesté, ils ont répondu à un mot d'ordre du parti et qui se font arrêter à l'occasion d'une marche. Ils sont nombreux dans ces personnes qui bénéficient légalement d'une protection, qu'un jour on interpelle et qu'on arrête. Moi, je veux pour preuve le député Dia qui a été interpellé un jour, qui a été convoqué à la préfecture de police, que nous avons accompagné. Le ministre Danon Didier y était également pour d'autres raisons. Et nous sommes restés jusqu'à 5h30 du matin. Ces tortures morales et même physiques sont des entraves graves à la sécurité humaine. Alors que la sécurité humaine, qui est un concept développé par le PNUD, doit être assurée par l'État. Donc, la justice, je voudrais en dire 2 mots avant de passer à la justice. Voilà la justice. La justice fait peur. Elle fait peur. Même nous-mêmes, qui assistons des personnes devant le juge, nous avons toujours peur. Et après 42 années de pratique du judiciaire, j'ai toujours peur de la justice. Et ce qui fait peur de la justice, parce qu'on la critique, et le président de la République actuelle, quand il était dans l'opposition, il a fustigé la justice, il a brocardé dans tous ses discours, notamment celui qu'il a prononcé en 2011 à New York. Il a brocardé la justice. Il a dit, nous allons mettre un terme à tout ça, parce qu'il nous faut une justice indépendante. La question aujourd'hui, est-ce que nous avons une justice indépendante? C'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Parce que la justice, elle n'inspire plus. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis. Vous donnez le micro à tous les citoyens, vous dites qu'ils n'ont pas confiance en leur justice. En réalité, ce n'est pas dans les hommes, dans leur formation, que les gens n'ont pas confiance. Moi, je peux vous dire que
les magistrats de Côte d'Ivoire sont certainement parmi les mieux formés en Afrique. Pour avoir parcouru un peu l'Afrique de l'Ouest, que j'ai été président de l'Association des avocats de l'Afrique de l'Ouest, et que je participe depuis un peu plus de 20 ans à la formation des magistrats à l'école de la magistrature. Je peux dire qu'ils sont très bien formés. La question, ce n'est pas tant la formation. C'est malheureusement sur le terrain les pressions morales que subissent les juges. Je vais vous donner un exemple. Quand il y a eu le procès d'assises, pour lequel Mme Gbagbo a été jugée, j'ai assuré à cette époque l'intérim du bâtonnier qui était absent. Vous avez dû voir les péripéties processuelles, toutes les difficultés que nous avons eues. Les avocats ont quitté le prétoire. Et finalement, elle a été jugée et acquittée. Un fait marquant, c'est que le juge qui a présidé cette audience, bon, après, il a été affecté à Bouaké. Et un de ses collègues avec lequel je discutais me dit, mais que le collègue a pris trop de risques. Cela veut dire quoi? Que soit les instructions sont fermes, soit, et c'est la forme la plus pernicieuse de corruption morale, c'est l'autocensure du juge. Les choses qu'on susurre à l'oreille, les choses qu'on dit, et qui finissent par dire au juge, si je ne vais pas dans ce sens, certainement que je resterai juge de section. Donc aujourd'hui, on met en parallèle la liberté, l'indépendance du juge et sa carrière. Donc quand on dit qu'il faut changer tout ça, que nous ayons une justice performante, que nous ayons une justice indépendante, il faut s'en donner les moyens. Il faut mettre en place des institutions telles que le juge lui-même qu'il soit sécurisé, qu'il sache qu'il sera noté, qu'il sera avancé, que sa promotion sera faite en fonction de ses mérites et non pas en fonction du service qu'il pensera avoir rendu au pouvoir. Voilà, vous êtes donc toujours à l'écoute d'une spéciale émission. Vous avez suivi tout à l'heure la brillante intervention du bâtonnier Luc Adjé, qui a été claire. Une constitution qu'on peut manipuler au gré donc, des circonstances n'est plus une garantie de liberté. Il a parlé du deuxième pilier qui est donc, selon lui, c'est donc l'égalité devant donc, la loi. Or, selon lui, après donc, la crise post-électorale, et c'est plus donc, de 3000 morts, on a donc vu donc, des opposants jugés. Disons un président livré donc, à la justice internationale. Mais jamais donc, les hommes du pouvoir ont été inquiétés. Même la Cour pénale internationale qui avait dit qu'elle allait juger donc, tous les camps, la Cour pénale internationale incapable donc d'agir. Mais les gentlemen, on dit 2 personnes se sont battues. Vous comprenez? Et on attrape une personne et on amène la personne en justice. La personne est jugée, la personne est acquittée. Donc, qui est responsable? Mais depuis lors, M. Ouattara est tapé de poing sur la table et dit non, à partir d'aujourd'hui, je n'amène plus jamais personne à la Cour pénale internationale. Et depuis, comme vous voyez, ceux qui sont jugés, la grande majorité, ce sont des militants de l'opposition. Ceux à qui on demande donc d'appliquer les lois, ce sont des militants de l'opposition. Mais ceux, quand vous êtes au pouvoir, vous êtes protégés. Vous êtes donc sous le parapluie atomique, un parapluie. On a vu donc des cadres donc, du parti au pouvoir inculpés, jugés, condamnés, mais qui sont encore dehors. L'autre, j'ai oublié son nom, là. Comment il s'appelle là même? J'ai oublié son nom. Ils sont nombreux. On peut voir donc les Makosso venir menacer les gens, tenir donc des propos xénophobes, mais ils ne sont pas inquiétés. Mais la cadre donc du PDCI, du PPACI, pour avoir dit que voilà, cette juge-là, on ne sait pas d'où elle vient et machin, tout ça, alors non, oui, elle est inculpée. On a l'impression qu'aujourd'hui, dans ce pays-là, pour être à l'aise, il faut être immigré ou bien enfant d'immigré. C'est un peu donc la vengeance des enfants d'immigrés sur les enfants du pays. Ce sont des questions que nous nous posons.
Peut-on alors encore dire que donc la loi s'applique à tous dans ces circonstances? La vérité, c'est qu'il existe donc une justice pour l'opposition et une impunité pour ceux qui sont au pouvoir ou proches donc du pouvoir. Voilà les réalités donc, du pays que nous sommes en train donc, de vivre et permet donc un 4 mandats à M. Ouattara dans ces situations. Mais nous n'aurons plus de pays, les jeunes gentlemen. Comprenez? On a parlé de troisième pilier qui est donc la sécurité humaine. Trop de citoyens donc, sont arrêtés parce qu'ils manifestent, parce qu'ils n'appartiennent pas donc au parti au pouvoir. Et ils croupissent en prison sans jugement. Et le plus souvent, ce sont des jeunes, des cadres donc, du Sud, employés comme eux, puisque hier, ils ont parlé donc des nordistes qui étaient donc persécutés. Aujourd'hui, ce sont des sudistes qui sont persécutés. Pendant ce temps, d'autres bénéficient donc de protection donc indécente. Comment parler donc de démocratie quand la liberté individuelle n'est plus garantie, n'est même pas garantie? Enfin, si vous voulez, le mot donc sur la justice, donc le président actuel, alors que quand il était dans l'opposition, tout le monde le savait, comme le disait Maître Aguier. Il était donc le champion de la démocratie. Il chantait les louanges de la démocratie alexandrin. Il ne passait pas un seul instant où il ne tirait pas bleu sur Henri Conan Bédier, un bleu sur le général Gueye, sur Laurent Gbagbo, qui les traitait tous même de criminels, de nazis, c'est tout ça. Mais il arrive au pouvoir. Ce qui est en train de se passer, on n'a jamais vu cela dans ce pays. Les arrestations, les emprisonnements tous les jours. Aujourd'hui, donc, cette promesse reste donc une lettre morte. Les magistrats sont bien formés, comme le dit Maître Aguier, mais ce qui leur manque aujourd'hui, c'est l'indépendance. Et sans justice indépendante, il n'y a pas de démocratie. Alors oui, nous devons donc dépoussiérer donc la démocratie donc ivoirienne et la rendre réelle donc pour que le pouvoir appartienne véritablement au peuple et que donc la loi soit donc la même partout, pour tous, j'allais dire, cher ami. Sans justice, le gentleman, sans justice indépendante, il n'y a pas de démocratie. C'est aussi clair. On nous a dit que la Côte d'Ivoire est un État démocratique, oui, mais ça c'est en théorie. Mais en démocratie, ce n'est pas donc un slogan. Ce sont donc les 3 piliers, les gentlemen. Une constitution claire. Or, la nôtre a été donc interprétée pour permettre à un 3e mandat, et là, on s'en va à un 4e mandat, et d'exclure les candidats potentiels et les candidats assez crédibles. La légalité donc, devant donc, la loi. Or, donc, les opposants sont jugés. Jamais les proches donc, du parti au pouvoir. On parle donc de la justice indépendante. Or, il reste donc que cette justice, elle reste donc instrumentalisée, malgré donc les promesses de campagne et autres. Tant que les 3 piliers sont donc fragilisés, la démocratie reste donc une illusion. Et je le dis clairement, les gentlemen, sans justice indépendante, il n'y a pas de démocratie. Donc, dans le cas de la Côte d'Ivoire, on ne voit pas du tout de justice indépendante. Nous sommes dans une autocratie ou une dictature où le parti au pouvoir contrôle pratiquement tout. Alors, un autre point que je voulais simplement mettre sur la table rapidement, les gentlemen, avant de mettre terme à un sujet, c'est on parle donc de la liste électorale. On a accusé le président donc, de la CEI ici, différentes chaînes en train donc, de s'exprimer. La CEI réellement devient donc une trahison du peuple. La question donc, de la liste électorale reste seulement au cœur donc, du débat politique en Côte d'Ivoire. Et le lundi, je pense, sur France 24, je crois que je l'ai suivi, c'est ça, le président de la CEI, M. Koulibaly Kubière, a mis son nom fin à la polémique en affirmant qu'il n'y aurait pas donc de révision de la liste électorale avant donc les élections législatives. Voilà ce monsieur déjà qui en 2024 nous disait qu'il allait avoir donc des élections législatives, il allait avoir donc la révision de la liste électorale. Un budget a été voté. On parle donc entre 15 et 20 milliards pour la liste électorale. On a passé tout son temps à danser autour des mots, des explications, expliquer l'impossible, faire en sorte pour qu'il n'y ait pas de révision de la liste électorale parce que la révision de la liste électorale était donc le plan concordé pour exclure Thiam au cas où il renonçait donc à la nationalité française. Donc on a tout fait pour qu'il n'y ait pas de révision électorale pour ne pas que Thiam puisse s'inscrire. Ça a été fait sciemment. Et le président de la CEI, tous les membres de la CEI doivent un jour payer pour ça. Il va un jour répondre devant la justice pour cette trahison. Ça a été fait sciemment, les gentlemen.
Mais ce discours encore, il est venu nous dire le même qu'il dit, ah oui, on a dit la révision de la liste électorale se fait donc chaque année. Ce qui veut dire qu'on peut faire ça donc, après les élections. Mais comme ils ont un plan bien calculé, ah non, 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 maintenant ils viennent dire qu'il n'y aura pas donc de l'élection de la liste électorale. Ça veut dire qu'on a sciemment violé donc les tests qui nous disaient que la révision de la liste électorale se faisait chaque année. Voilà comment on manipule, on ment à la population, vous comprenez. Et ils n'ont plus peur, les gentlemen. Ils nous mentent vis-à-vis. Mais ce discours relève donc une grave contradiction. En effet, donc la CEI avait donc promis donc un enrôlement avant les élections présidentielles en 2025. Puis après les élections, avant les législatives, on a demandé, mais la révision de la liste électorale, on a refusé. On a demandé même au niveau du redécoupage de la carte électorale. Non, ils ont refusé parce qu'ils ont un plan bien concordé. Ils vont bénéficier selon, ils se disent que l'opposition, ils ont exclu tous les candidats seront tellement mécontents qu'ils vont boycotter et ils n'iront pas aux élections législatives. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller tous voter aller aux élections législatives pour contrôler l'Assemblée nationale et avoir les 2/3 de l'Assemblée nationale et pour faire tout ce qu'ils veulent. Manipuler tous les tests sans vous demander donc des comptes. Voilà la stratégie qui est donc mise en place uniquement pour conserver le pouvoir. Aujourd'hui, donc, vous voyez, cette CEI déclare qu'il n'y aura plus d'enrôlement, donc une violation donc, des tests. C'est donc une violation flagrante, non seulement de la parole donnée, c'est une trahison des tests qui prétend donc l'appliquer. Et en réalité, il n'y a pas d'application donc des tests. On applique tout seulement pour faire plaisir au RHDP, faire plaisir à M. Ouattara. Rappelons donc que la Constitution et le Code électoral prévoient bien des opérations donc successives pour garantir l'inclusivité donc du processus. Or, en refusant donc d'ouvrir donc un enrôlement en 2025, la CEI viole non seulement l'esprit de la loi, mais en prive donc des milliers donc d'Ivoiriens donc de leur droit donc de vote. Pire encore, pour justifier donc son refus, M. Cubier s'abrite donc derrière donc des arguments donc sélectifs. En 2010, la liste électorale a été certifiée par l'ONU, mais depuis 15 ans, la démographie donc, ivoirienne a explosé. Donc des millions donc, de jeunes sont donc, devenus donc, des majeurs. Et des dizaines donc, de milliers donc, de nouveaux électeurs doivent pouvoir s'inscrire. Fermer donc la porte dans cette révision, c'est donc refuser donc d'élargir donc la démocratie. La CEI ne peut pas, d'un côté, brandir donc le respect donc des lois en écartant des TIAM et de l'autre côté, violer donc par omission. Refuser donc un enrôlement en 2025, c'est donc confisquer donc la souveraineté populaire et miner donc la crédibilité même de la prochaine élection présidentielle. Voilà la situation dans laquelle nous sommes, les gentlemen. Et ne pas en parler, c'est donc nous mettre dans une situation donc très compliquée. Donc, c'est cher ami, dans cette situation, donc, une démarche annoncée, mais ignorée par le gouvernement. Alors, aujourd'hui, l'un des points que je voulais certainement faire avant donc, de vous laisser partir, c'est donc la marche du 4. La marche du 4. Le gouvernement, aujourd'hui, nous dit qu'ils ne sont pas du tout informés. À moins donc de 72 heures, les gentlemen donc de la marche donc de l'opposition, prévue donc pour le 4 octobre, le journaliste a interrogé donc le porte-parole qu'on appelle Amba, c'est ça, comment ça s'appelle, Hams, c'est ça, Hams, voilà, voilà, du porte-gouvernement, sur donc, les dispositions donc prises pour encadrer cette manifestation. La réponse a été claire. Comme il le dit, je ne suis pas au courant donc de cette marche. Je n'ai pas eu donc information sur donc une quelconque marche. Comme il est dit, cette déclaration, cher ami, pose donc plusieurs problèmes. 1, le déficit donc d'anticipation donc et de communication. 2, donc un test préélectoral. On peut bien qu'on teste préélectoral est directement très tendu. L'État ne peut pas donc se permettre donc d'afficher donc un manque de coordination entre ces institutions. Le ministère de l'Intérieur et la CEI sont censés donc travailler donc de manière donc proactive sur toutes les activités politiques de masse et susceptibles donc d'influencer la stabilité.
Si on voit, si vous voulez, la situation politique est donc inquiétante. Ignorer ou minimiser donc une mobilisation donc annoncée donc par l'opposition peut être donc interprétée comme une stratégie de déni visant donc à délégitimer la démarche citoyenne et aussi de l'interdire cette marche. Cela a donc un sentiment donc que le gouvernement n'est pas donc disposé donc à dialoguer ni à encadrer légalement les manifestations, ce qui ouvre donc la voie à des tensions. En réalité, cher ami, les risques donc sécuritaires donc, et juridiques sont pratiquement nuls. Une marche non reconnue officiellement risque donc d'être considérée comme illégale, ce qui peut donc justifier donc une répression. On parle donc de près donc de 50 000 personnes donc dans la rue. Or, toute répression brutale renforcera donc les discours donc de l'opposition sur l'absence donc de liberté donc politique et qui pourrait donc accentuer, cher ami, donc la fracture politique. Comme vous voyez, les gentlemen, nous sommes partis pour un véritable, je dis, un véritable problème les jours à venir. Les conséquences réellement donc, de cette décision d'un gouvernement, c'est donc sur le climat donc, social, c'est donc la perception que l'opposition n'a pas le droit donc, de manifester donc, dans ce pays légitimement, accentuera donc la frustration donc, populaire et surtout à l'approche donc, des élections donc, de 2025. Comme je le disais hier, l'opposition, actuellement le parti au pouvoir a peur donc, du silence de la population et des opposants. Ils savent que quelque chose doit se passer, mais ils ne savent pas quand. Là, ils cherchent maintenant à provoquer l'opposition pour que l'opposition puisse agir. Mais en agissant, ils vont essayer d'amener l'opposition vers eux-mêmes leur terme. Vous comprenez? Voilà ce qu'il fait, afin donc de mieux brimer ou bien de mater toute manifestation donc, de l'opposition et puis pour aller à des élections législatives en paix. Sur le plan politique, le détournement de cette décision donc, du ministre, c'est donc l'absence donc, de dialogue et de reconnaissance des initiatives donc, citoyennes renforce, cher ami, donc l'image d'un pouvoir sourd et autoritaire. Cela pourrait donc accroître donc, la mobilisation de l'opposition qui se poserait donc en victime donc, d'un régime répressif. On peut le dire sur le plan aussi international, on peut en parler, les partenaires donc, extérieurs, notamment les États-Unis, l'Union européenne, l'ONU, suivent donc de près la situation donc, en Côte d'Ivoire. Toute restriction donc, arbitraire donc, des libertés de manifester pourrait donc relancer des critiques sur donc, la crédibilité du processus électoral. Donc, comme vous voyez, les gentlemen, on se retrouve dans une situation un peu tendue. En conclusion, ce que je peux dire par rapport à cette situation, c'est que le refus implicite du gouvernement de prendre acte de la manifestation annoncée par, le 4 octobre n'est pas neutre. Il traduit donc un manque donc, de conscience sur la gestion donc, du dialogue politique et de créer, les gentlemen, les conditions donc, d'un affrontement donc, inutile. Dans une démocratie mature, les gentlemen, le rôle des autorités devrait donc être d'encadrer donc, et de sécuriser les manifestations, non donc de les nier et même de les brimer. Alors que ce que nous sommes en train de voir, les gentlemen, nous arrivons bon à mal à cette situation. Que fera l'opposition? Que fera le parti au pouvoir? Les jours à venir seront très, très, très difficiles. En réalité, ce qu'il faut comprendre, le gouvernement cherche à amener l'opposition sur son terrain en préparant donc des pièges. Des pièges donc pour contrer non seulement la marche, décourager la marche, mater la marche, faire des arrestations massives et aller à des élections en paix. Voilà la réalité donc, du jeu donc, du parti au pouvoir. Alors, les gentlemen, ainsi prend peut-être tout petit peu fin notre émission d'aujourd'hui. J'espère que vous vous portez très bien et on aura certainement une émission demain, c'est jeudi, I don't know, maybe, peut-être jeudi, mais vendredi, on aura le docteur Eric Eddy avec lui.